Nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Alexandre Kokwa. Il est professeur honoraire à l'UFR des sciences sociales. Il faut aussi dire que le professeur est anatomiste. Il est chirurgien urologue des hôpitaux universitaires. Il est fondateur de la Société africaine de morphologie. Et oui, une très longue présentation et une biographie. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous, surtout pour échanger sur un sujet qui prête beaucoup à confusion dans la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, on va parler de la prostate, sinon des maladies de la prostate. Dites-nous, comment est-ce qu'on pourrait définir toutes ces maladies de la prostate ou même la prostate? Qu'est-ce que c'est? Merci. Avant de répondre à cette question pertinente et bienvenue, je voudrais vous adresser mes salutations très cordiales et aussi d'adresser mes remerciements pour m'avoir donné l'occasion d'être auprès de vous et partager un petit moment sur votre plateau. C'est un plaisir. C'est un sujet d'actualité qui est d'un intérêt général. Voilà. Alors, certaines choses méritent d'être précisées dès le départ, de manière à faciliter la compréhension et instaurer une certaine clarté mentale pour que l'échange soit fructueux à tous les niveaux, pas seulement pour les élites, mais aussi pour le grand public. Alors, le premier point à préciser, c'est que dans l'imaginaire populaire, on a tendance à vous dire à considérer la prostate comme une maladie. Certains vous disent, ce monsieur-là, il a la prostate. Oui. Un peu comme s'il y avait une connotation maladie derrière le mot. Je voudrais tout de suite vous rassurer que la prostate est une glande. C'est un organe normal, exclusivement masculin, et qui fait partie du système reproducteur de l'homme. Donc, avoir la prostate, c'est tout à fait normal. C'est comme avoir un cœur, avoir un nez, avoir un rein. Mais c'est une glande qui est active depuis la puberté jusqu'à la cinquantaine à peu près. Elle est silencieuse, mais très active. Seulement, elle devient bruyante, gênante, et fait parler d'elle à partir d'un certain moment de la vie. Et le plus souvent, c'est dans le troisième âge, qu'on appelle le vieillissement. Oui. C'est pour cela qu'à ce moment-là, les gens s'en plaignent. Parce qu'ils se rendent compte qu'elle devient gênante pour leur vie quotidienne, qu'ils ont toujours menée calmement, même en l'ignorant. Bien sûr, comme vous l'avez dit, elle devient réactive donc. Et là, on pourrait parler à cet instant des maladies de la prostate. Voilà. Voilà, alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans l'évolution normale de l'homme, vous, moi et tous les hommes en général, il va y avoir un processus d'évolution qui va aboutir à ce qu'on appelle le vieillissement. On naît, on grandit, on s'épanouit, et puis petit à petit, on s'efface pour finalement disparaître. Bien sûr. À l'extrême. Et au cours de ce processus de vieillissement, tous les organes du corps humain, tous les organes vont prendre un coup dans leur structure, dans leur mode de fonctionnement. Ils vont perdre leur capacité de s'adapter rapidement à certaines situations inhabituelles. Et c'est ça qui va traduire le processus du vieillissement. Alors évidemment, plusieurs organes seront touchés, dont la prostate, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Alors donc, ça revient donc à réfléchir un peu, à discuter sur l'effet du vieillissement sur la prostate. Oui. Quelles sont les interactions prostate et vieillissement? Alors donc, après avoir pris sa croissance, elle vous a aidé à faire vos enfants parce qu'elle intervient dans la fertilisation des spermatozoïdes, donc dans la fertilité de l'homme. Elle va finir par être épuisée et puis va demander donc son repos. Malheureusement, elle devient bruyante en ce moment-là. Pourquoi? Parce que la chute des hormones sexuelles, notamment chez l'homme, la testostérone, il faut la nommer comme ça, il y en a plusieurs, mais la testostérone qui est la plus en vue, donc la sécrétion va diminuer avec l'âge, et cette diminution-là va entraîner un déséquilibre hormonal. À l'état normal, chez vous et moi, il y a un équilibre entre les hormones mâles, androgènes, et les oestrogènes. Avec le déficit lié à l'âge, il va y avoir une baisse de la sécrétion de la testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence, et il va y avoir donc une augmentation relative conséquente des oestrogènes, qui sont plutôt des hormones qui ont un effet prolifératif. Alors, les conséquences, c'est qu'on va subir les effets des oestrogènes. Et c'est ça qui va entraîner donc l'hypertrophie de la prostate, l'hypertrophie bénigne qu'on appelle l'adénome de la prostate. C'est une sorte de fibrome. Ça va entraîner, dans certains cas,
une dégénérescence maligne, il y a le cancer qu'on craint le plus. Et puis, quelquefois, on a des infections à répétition, qu'on appelle la prostatite. Qui peut être liée soit à l'organe lui-même, soit à un organe de voisinage. Merci déjà, docteur, pour ce cours qui a commencé. Et oui, sachez qu'avec quelques dispositions pratiques que nous allons mettre en place dans quelques instants, c'est un véritable cours que nous allons avoir sur la prostate et les maladies de la prostate aujourd'hui avec le docteur Alexandre Kokwa. Nous allons marquer une pause et repartir vers les populations qui s'expriment, se prononcent sur la prostate et les maladies de la prostate. On revient dans quelques instants. C'est une maladie qui est liée au sexe masculin. Je pense que voilà, ça s'opère, mais ça se soigne aussi traditionnellement. C'est une maladie qui est contractée par des personnes âgées. Ça se soigne en subissant une opération chirurgicale. C'est une maladie qui se développe chez les hommes. C'est surtout les hommes qui ont beaucoup les rapports sexuels. Bon, avant, c'était les vieux, mais maintenant, il se trouve que les jeunes de 30 ans ont la prostate. Parce que moi, je connais au moins 5 personnes qui ont à peine 30 ans, mais qui ont la prostate. Bon, il y a 3 qui sont allés à l'hôpital, mais il y a 2, ils m'ont dit qu'ils vont aller faire un dégénat. C'est une maladie qui agit au niveau de l'organe mâle, c'est-à-dire au niveau des gonades. C'est une maladie, certes, mais ça ne fait pas peur. On peut l'éviter à tout moment. C'est une maladie qui est chez les femmes, tout comme chez les garçons. On peut l'éviter. Dans les rapports sexuels, si on se protège, ça ne peut jamais arriver. C'est une maladie qui concerne les garçons. Et ce que je sais aussi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est guéri de ça. Il y a des gens qui ont été opérés. J'ai des parents qui ont été opérés, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Pour voir si on a ça ou on n'a pas. Il faut aller faire des analyses. Les gens disent que souvent, quand tu pisses, les pipis ne se coupent pas vite. Souvent, tu te lèves la nuit tardivement, tu te pisses plusieurs fois. Donc, au vu de tout ça, là, tu peux te lever pour aller faire des analyses. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur avec, bien sûr, les Ivoiriens qui se prononcent sur la prostate. Comme vous l'avez indiqué, hein, professeur, bien sûr, on n'a pas vraiment toutes les connaissances qu'il faut. Est-ce que cette méconnaissance de la prostate, quelque part, elle est dangereuse? Oui, elle peut entraîner finalement des abus, oui. Dans tous les sens d'ailleurs. Oui. Inquiétude, stress, ou bien excès d'exploration, c'est presque une névrose, parce qu'on croit que c'est incontournable, que ça se termine toujours mal, parce que ce qu'on retient, c'est le parent qu'on a perdu, telle chose, et on croit qu'on va avoir la même chose, et on est dans le stress, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Et on a très souvent en tête, il a la prostate, comme on l'a indiqué tout à l'heure, ou même il a le cancer de la prostate. Et pourtant, il y a d'autres pathologies qui tournent. Il y en a, elles sont nombreuses, on va en parler. Bien sûr. Maintenant même, avec cette vue d'ensemble que nous allons avoir ensemble, je l'ai dit, c'est un véritable cours. Professeur, on va commencer avec d'abord cette première image qui nous permet de découvrir. Ok, merci. Alors, j'ai apporté quelques illustrations pour supporter nos propos, oui, de manière à faciliter la compréhension de tout le monde, et non seulement des élites. Alors, vous voyez là, c'était un être humain qui est pris à la partie inférieure de son corps. On reconnaît facilement le tube digestif dans sa portion terminale, qui est le rectum, puis la sortie. Et en avant, nous avons tout le système urinaire et génital. Donc, vessie, prostate. Vous voyez qu'elle est située immédiatement sous la vessie, oui, et en avant du rectum. D'ailleurs, le terme prostate vient du terme prostatis, qui veut dire pro en avant, et statis, se tenir debout. oui. Et c'était un terme qui était utilisé dans le domaine diplomatique. On disait le prostate, pour parler du chef du protocole, celui qui est en première ligne, celui qui est toujours devant. Et vers le XVIe siècle, les scientifiques savants ont décidé de donner ce nom-là à cette glande-là, mais ils l'ont féminisé pour éviter la confusion. Donc, si vous allez dans le Larousse, vous allez trouver le prostate, qui est plutôt dans le domaine diplomatique, et vous allez retrouver la prostate, qui est la glande dont on parle aujourd'hui. Oui, une glande bien cachée. Oui, bien cachée, et qui est traversée. Alors, elle est située sur la vessie, mais elle entoure en même temps. Là, c'est une coupe. Mais sinon, elle entoure comme une pomme la partie initiale du canal excréteur des urines et du sperme, qu'on appelle l'urètre, la partie initiale, qui reçoit lui-même, au sein de la prostate, vous voyez, des petits canaux qui viennent, on va voir sur le schéma suivant, des canaux déférents qui émanent du testicule pour drainer tout le sperme
vers la prostate qui va être expulsé ensuite pendant les moments de joie, le moment de désir. Bien sûr. Alors, avec l'aide de la réalisation, on poursuit nos différentes images. L'image suivante, voilà. Vous avez une coupe, cette fois-ci, elle est transversale. Oui. Et elle permet de voir qu'au niveau de la portion initiale de l'urètre qui est entourée par la prostate, qui se présente ici comme une pomme coupée en deux, là, vous voyez des petites structures à l'intérieur, qui ont un rôle important. Cette petite structure qui prend la forme d'une petite monticule, qu'on appelle le seminal colliculus en anglais, en français c'est le verrou montanum, n'est-ce pas? Elle va laisser apparaître deux orifices là, qui sont les orifices d'abouchement des deux canaux venant de chaque testicule, déférents, qui vont justement déférer le sémen ou le liquide spermatique pendant les moments de joie, les moments d'accouplement. Alors, pour pas que l'urine se mélange au sperme pendant cette période-là, il va y avoir une tusescence de cette formation-là qui obstrue la lumière et sépare ainsi l'urine du sperme. Et en temps normal, c'est-à-dire en dehors des ébats amoureux, il est normal et le canal est perméable à l'urine uniquement. Donc, il n'y a pas de mélange, en fait, entre les deux structures. Voilà. Donc, cette prostate va donc entourer l'urètre initial. C'est très important, ça permet de comprendre certains signes. Vous avez parlé des symptômes tout à l'heure. Oui. Vous allez comprendre pourquoi on a ces signes urinaires-là, alors que c'est une glande génitale qui est en cause, à cause de la proximité des rapports. Voilà. Alors, vous nous l'expliquez maintenant ou on atteint notre schéma? On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant. Avec l'âge, on a dit tout à l'heure qu'il va y avoir un déficit de production de l'hormone mâle majeure, qui est la testostérone. Oui. Effectivement, cette hormone va stimuler dans un premier temps. Elle va différencier d'abord les sexes, ou masculiniser. Ensuite, elle va stimuler pour la croissance. Ça se fait jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près chez l'homme. Oui. Puis après ça, on est dans la période d'accouplement jusqu'à 35-40 ans. 45 ans même, voire pour l'homme. La femme, c'est un peu plus précoce, 40 ans. Et puis les déficits commencent, la diminution commence. Et quand la diminution commence, il y a un déséquilibre hormonal, l'harmonie est rompue, donc l'autre hormone antagoniste va prendre le dessus et ça va gonfler, pour parler vulgairement. On va avoir une augmentation du volume de la prostate. Imaginez-vous qu'un canal qui passe à travers, là, il reçoit une augmentation ici, peut se retrouver comprimé, serré. Très rétréci. Et la vessie va réagir, parce qu'elle n'arrivera pas à se vider, elle va réagir par des envies fréquentes. C'est ce qu'on appelle la pollakiurie. Vous allez aller plus fréquemment aux toilettes, surtout la nuit, qu'en temps normal. Ça, c'est le premier stade, c'est un stade irritatif. Et quand ce stade est toléré ou supporté ou négligé, on peut arriver à une obstruction qu'on appelle la rétention aiguë d'urine. Ça, c'est une urgence, on est bloqué, on veut y aller, on ne peut pas y aller parce que c'est complètement fermé. Il faut tout de suite s'y rendre aux urgences pour pouvoir recevoir soit une sonde de sauvetage pour décomprimer la vessie, sinon c'est impitoyable. Ça devient, comme on dit, faire pipi ou mourir, quoi. Alors, professeur, c'est vrai qu'on va poursuivre là avec une autre image dans quelques instants, mais j'ai une question. Oui. Alors, avant même qu'on en arrive à ce stade, pour une personne du troisième âge, une personne qui sent que, oui, l'âge est en train d'avancer et tout, est-ce qu'elle peut faire des consultations de temps en temps? Voilà, ça c'est ça qui est intéressant, c'est la prophylaxie. Il ne faut pas attendre. Il faut savoir qu'à partir de 40-45 ans, on peut être, on ne sera peut-être jamais, mais on peut être dans la grande tendance qui veuille qu'on subisse les lois de la nature et qui nous amène à avoir un désordre au niveau du comportement urinaire lié à cette perturbation de la prostate. Donc, au lieu d'attendre que cela se manifeste, parce qu'il y a des formes silencieuses, il vaut mieux, à partir de cet âge-là, faire un screening. Aller peut-être une fois par an, juste jeter un coup d'œil sur ce qu'on a comme organe, par l'échographie, par un examen simple, discuter un peu avec son médecin traitant, une fois par an. À partir de 50-55 ans, il faut peut-être y aller un peu plus souvent, et ainsi de suite, de manière à prévenir et puis agir tôt. Parce que toutes les pathologies pratiquement, ou les maladies prises au départ, très tôt, donnent souvent des très bons résultats. En tout cas, merci pour cette précision. Troisième image pour la suite. Voilà, alors voilà, je vous disais tout à l'heure. Voilà comment, clinique, oui, l'examen clinique, comment par le doigt on peut arriver à palper la surface. Alors, seulement, le doigt n'accède qu'à la partie postérieure de la prostate, par le canal du rectum, étant donné que la cloison qui les sépare est très mince, avec le doigt, on peut accéder à l'aspect, n'est-ce pas, palpatoire de la prostate postérieure. Pourquoi une telle technique, professeur?
Bon, cette technique, pour le moment, c'est celle-là qu'on a. Elle est un peu pudique, mais elle permet quand même de sentir les caractères palpatoires de la prostate. Elle est normalement lisse, renitente, comme une balle de ping-pong. Anormalement, elle peut être granuleuse, comme si on avait des petites pierres accrochées là. Et tout. En ce moment-là, elle devient l'expression d'une anomalie. Ça peut être une infection chronique, ça peut être un cancer débutant, et ainsi de suite. Donc, on a la première approximation. Ça, c'est déjà très longtemps avant qu'on ait les techniques modernes. Bien sûr. Ça donne déjà des idées, mais surtout la partie postérieure. La partie antérieure va échapper au doigt. Alors, on va utiliser donc les moyens par voie naturelle que vous appelez l'endoscopie, n'est-ce pas, pour aller voir jusque-là ce qui se passe. Mais avec le doigt, on n'a accès qu'à la partie postérieure. Mais normalement, c'est celle-là aussi qui est la plus sollicitée avec l'âge. C'est celle-là qui sera souvent frappée de maladies foudroyantes, notamment les cancers qui vont se développer à la périphérie, ici. À l'intérieur, on verra les coupes tout à l'heure, ce sont les maladies plus bénignes qu'on va retrouver. Dieu merci d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on peut approfondir en demandant des examens complémentaires. Est-ce que c'est douloureux Non, c'est un examen qui est juste pudique, parce qu'il y a une région quand même honteuse, intime, qu'on ne montre pas comme ça, donc ça peut être gênant, mais ce n'est pas douloureux, pas du tout. Pas du tout. Nous vous rappelons que vous êtes à Matin Bonheur. Eh bien, nous sommes dans un véritable cours sur la prostate et les maladies de la prostate. Nous sommes en train de découvrir tous ces différents aspects en compagnie du professeur Alexandre Kokwa. On va poursuivre encore avec une autre image qui nous vient de là-haut. Voilà, alors vous avez toujours la glande. Alors quand on la coupe schématiquement, voilà comment elle est constituée. Vous voyez, il y a plusieurs parties. On avait tout à l'heure la vessie en haut, qu'on a amputée pour un agrandissement du schéma, pour se focaliser sur la glande. Et quand on la coupe, on voit qu'elle est faite de plusieurs parties. Il y a cette partie périphérique-là dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est accessible à la zone périphérique au doigt, par l'arrière. Vous avez une partie centrale qui est traversée par les voies génitales internes, les canaux déférents, vous voyez, prostate centrale. Vous avez une partie qu'on appelle la prostate transitionnelle qui touche l'appareil urinaire directement. Alors, si vous avez une maladie, une tumeur qui se développe ici, vous ne pouvez pas l'accéder par là. Bien sûr. Ce sont les échographies, les coupes du scan et tout ça qui vont vous permettre de révéler cela. À l'intérieur, ici, en dedans, c'est plutôt l'endoscopie, la vision optique, qui va vous permettre d'aller jusque-là explorer, même prélever des fragments si c'est nécessaire, et puis faire un diagnostic. La partie intérieure, on n'en parle pas trop, parce qu'elle est fibreuse, elle n'est pas riche en glandes, elle est souvent muette et elle n'intéresse pas, elle ne préoccupe pas ni les malades, ni les médecins non plus. Et cette partie-là ne s'enflamme pas à un certain moment? La partie intérieure, non, pratiquement. C'est comme une bande de fibrose tendue entre justement les deux demi-parties, latérales et postérieures, qui sont beaucoup plus expressives, beaucoup plus parlantes en termes de maladies, en termes de désordre. La partie intérieure, elle est muette, elle n'est pratiquement pas intéressante. C'est pour ça qu'on n'en parle presque pas. Oui. Et comme on le voit là, c'est toute la zone de la prostate qui est là, comme ça on l'indique. C'est toutes ces constituantes. Alors c'est important, parce que si vous avez par exemple ce qu'on appelle le fibrome de la prostate, qu'on appelle banalement un adénome de la prostate, mais vous allez vous rendre compte que c'est cette portion-là qui sera le plus souvent touchée, la partie centrale. Et en dedans, passent les canaux déférents qui vont véhiculer le sperme. Donc vous pouvez avoir des anomalies en rapport avec les éléments qui sont là. Si c'est cette partie-là qui est touchée, vous pouvez ne rien avoir comme signe si le développement se fait en arrière. Pendant longtemps, vous n'aurez pas de signe. Mais si vous faites une biométrie, c'est-à-dire une échographie pour voir les dimensions, vous vous rendez compte qu'elle a augmenté le volume. Alors ça va vous inquiéter, parce qu'il y a un âge où on ne doit pas avoir de problème, vous commencez à les avoir, ça va vous inquiéter. Vous allez demander d'aller plus loin. Alors on fera des examens dits complémentaires, échographie, scan pelvien, ainsi de suite, pour pouvoir bien identifier et caractériser l'image et puis lui donner un nom. Le plus souvent, ce sera un cancer. Et bon, la stratégie va se mettre en place selon le stade évolutif. Plus c'est plus tôt, mieux c'est. Plus c'est tard, bon, là on a un traitement plutôt général, médical, hormonothérapie. Vous avez employé tout à l'heure le mot fibrome. Oui, fibrome. Fibrome parce qu'elle est constituée de 30% de cellules glandulaires qui vont fabriquer... On l'entend généralement chez les femmes. Oui, parce que le fibrome utérin chez la femme. On ajoute, parce que le fibrome, c'est le nom de tout le groupe de maladies qui se développent à partir des fibres conjonctives. Merci pour la précision. Voilà, les fibres, donc on parle par abus de langage, on a dit fibrome. Alors évidemment, la femme en a. C'est souvent dans l'utérus, mais on peut avoir un fibrome du sein aussi, c'est pas interdit. Ah oui, on peut avoir un fibrome même de la main. Tout ce qui est tissu
Quand vous coupez la viande, tout ce qui est blanchâtre, là, qui sépare la partie rouge, là, Oui, oui. c'est des fibres qui peuvent nous donner une excroissance qu'on appelle le fibre. Comme vous entendez, OM, c'est-à-dire augmentation. Bien sûr. OM, augmentation. Alors, il nous reste 8 petites minutes. On va aller très vite. Une autre image encore pour la suite. Bon, voilà ce que vous pouvez avoir dans le troisième âge, lorsqu'il y a la perturbation des hormones, puisque la vie est harmonie. Hein. La santé, c'est l'harmonie. Ce n'est pas juste l'organe, c'est l'homme et son environnement. Et ça, c'est le stade du cancer de la prostate. Voilà, alors voilà ce qu'on peut avoir quand ça va mal. Voilà, on a là, bon, je pique des différents stades du cancer, parce que c'est ça qui effraie beaucoup. Le stade 1, c'est tout le début. Vous voyez, c'est pratiquement discret, on ne voit pas grand-chose. Oui. C'est souvent un petit noyau qu'on va retrouver sur une image antérieure. Et puis, si c'est négligé ou c'est passé inaperçu, on va arriver à un stade 2 où le noyau devient plus grand, n'est-ce pas? Mais c'est toujours à la périphérie. Là, ça peut être encore muet, silencieux, traite en fait. Vous vous portez bien apparemment alors qu'en fait vous êtes malade. Oui. Et puis voilà le troisième stade où ça devient beaucoup plus désorganisé et le stade 4 où vraiment la maladie a essaimé en dehors. Vous voyez les flèches? Oui. Vous dites qu'elle sort de la vessie, de l'organe, du petit bassin pour aller ailleurs. Cerveau, poumon, os, par la voie sanguine, les micro-tumeurs vont diffuser à travers le corps. C'est ce qu'on appelle arrive à le ce cancer stade-là, métastatique. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on À ce stade-là, on est devant une maladie généralisée, une maladie systémique. On va faire un traitement systémique. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qu'on va donner aux malades pour espérer réduire la masse et aussi s'attaquer en périphérie à tout ce qui est les mains comme métastase pour aller contaminer les autres organes. Par contre, au premier stade, les traitements sont beaucoup plus efficaces et plus rassurants. Il y en a qui n'opèrent même pas. Ils suivent le malade pour voir l'évolution. Ça peut rester longtemps statique avant d'éclore, comme ça peut être brillant dès le départ. À ce stade-là, il y a plusieurs méthodes. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, avec toutes ces modalités. Maintenant même, il y a une image qui va venir, je vais vous montrer. On fait de l'embolisation. Image suivante. Allons-y, avec l'embolisation. Image suivante, voilà. Vous voyez les vaisseaux, les artères qui apportent le sang à la prostate. Image suivante. On continue. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un cathéter. Oui. Là, on a miniaturisé. On rentre par un vaisseau au niveau du pli de l'aine. Et puis, on va descendre par les vaisseaux qui viennent vers la prostate. Une fois que c'est fait, on injecte des micro-particules qui vont venir obstruer l'artère, comme pour étouffer la tumeur. Voilà, pour qu'elle meure d'elle-même, asphyxiée, non perfusée. Ça, c'est l'embolisation artérielle qu'on utilise. C'est une méthode qui est conservatrice. Vous gardez votre intégrité physique, mais on s'attaque à la maladie. Ça, c'est les maladies focalisées, voilà, qui sont encore dans la capsule. Mais dès que la capsule est rompue, que la prostate diffuse, là, on tombe dans un autre stade plus évolutif. Alors, lorsqu'on fait une opération, c'est retirer la prostate? Oui, alors, qu'est-ce qu'on entend par opération? Est-ce que c'est l'investigation ou bien c'est le fait de l'enlever? Si on part pour l'enlever, dans le cas d'un cancer, on peut faire enlever toute la prostate. Parce qu'on peut passer à côté des noyaux qui nous échappent au moment de l'exploration et puis regretter après 6 mois, 1 an qu'il y ait un réveil beaucoup plus actif. Donc, on totalise, on retire toute la glande. Question simple, guérit-on de la prostate? Des maladies de la prostate? Alors, oui et non. Oui, pour la plupart des maladies infectieuses, bénignes, secondaires à d'autres maladies. Si la cause première est traitée, la conséquence va suivre bénéfiquement et tout. Non, quand c'est une tumeur maligne, le nom maligne veut dire qu'il finit mal, bien sûr. Qui est très évolué. Là, c'est perdu. Ce qu'on fait, c'est la qualité de vie qu'on va améliorer pour que quand même on ait les derniers moments de vie qui sont confortables, que même si le pire arrivait, qu'on parte avec une certaine dignité, que le corps ne soit pas laissé abandonné, méprisé. Voilà. J'allais même en venir l'après. Après tout ce traitement, après même une opération, après même cette technique et tout, c'est quoi le suivi? Comment ça se passe après? Alors, le suivi, en général, on va revoir le malade, ça dépend s'il est à proximité ou s'il habite loin. Plus le malade est loin de l'hôpital, plus vous avez tendance à le garder pour être sûr que tout est sous contrôle avant de le libérer. Puis s'il est proche de l'hôpital, vous pouvez le joindre à tout moment au téléphone, c'est plus facile de le suivre. Il y a des contrôles qu'on va demander, on va demander de doser les traceurs, ce qu'on appelle les indicateurs prostatiques. Et notamment pour le moment, mais sinon scientifiquement, les recherches sont plus avancées. Pour le moment, c'est l'antigène prostatique spécifique qu'on va doser. Vous entendez parler de PSA, PSA souvent en abrégé. Parce que c'est la seule glande du corps humain qui fabrique cette substance-là. Donc elle est spécifique à la prostate. Si on la voit, on sait que la prostate est là, qui fonctionne.
Mais en revanche, quand le taux est augmenté, ce n'est pas normal. Mais le taux peut être augmenté dans n'importe quelle situation. Après un examen simple, après une infection, après une chirurgie, ou même quand il y a une maladie. Il y a une hypersécrétion, donc il y a une augmentation du taux habituel. Et c'est ce taux-là, après la chirurgie, il devient en ce moment-là très sensitif et très important au point de vue pronostic. Parce que si c'est bien fait, le taux chute, presque à la normale. Lorsqu'il y a une reprise de la maladie après l'intervention, le taux va remonter. Oui. Même si vous ne voyez rien là, apparemment, à partir de l'indicateur sanguin, là, vous allez chercher à savoir s'il n'y a pas d'autres foyers qui émettent. Donc, ce sont ce qu'on appelle les marqueurs, ce qu'on appelle les indicateurs. Oui. Et ici, c'est surtout l'antigène prostatique spécifique. Il y en a d'autres. Mais pour le moment, c'est ce qui est le plus utilisé. Alors, on court un peu parce que rapidement, on est déjà presque au thème de cette émission. Moi, j'ai une question simple. C'est vrai que la prostate est cet organe qui est en nous. Et oui. À un moment, il y aura cette réactivité-là, oui. Cette réaction de l'organe. Est-ce qu'il y a des axes comme ça que nous posons quand nous sommes jeunes et tout? Ah oui, absolument. Là, c'est le chapitre de toute l'épigénétique. Oui. Il y a des choses avec lesquelles on est. Ça, c'est génétique, oui. L'hypérien. Souvent, ceux-là, ils font des maladies précocement. Ils vont faire des cancers à 45 ans, 50 ans, 55 ans, ce qui est rare. Alors qu'à 70 ans, on devait les voir, on les verra plus précocement. Et puis souvent, c'est plus foudroyant. Mais lorsque c'est acquis par notre mode de vie, ce qu'on mange, l'ennemi de la prostate, c'est la sédentarité. Il faut bouger, il faut faire du sport, c'est manger des légumes crus. Tomates, verdure, salade, tout ce qui a des fibres, gombo, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là. L'avocat et tout ça. Il faut éviter les graisses d'origine animale. Il faut éviter cela, parce que ça va donner des dérivés qui vont favoriser le lit du cancer. Il faut éviter cela. Il faut être très actif. Mais déjà, le sport, l'activité sportive, physique apporte beaucoup déjà, près de 40% dans le bien-être. Est-ce que sur le plan sexuel, il y a de mauvaises habitudes? Vous savez, le plan sexuel, il y a la face cachée, hein, oui. Du sexe dont on ne parle pas. Est-ce que la face cachée, où chacun libère ses fantasmes, peut être considérée comme mauvaise habitude? Ça, je ne saurais vous le dire. Oui. Mais je veux dire, la face visible, classique, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reprendre vos rapports si la chirurgie a été faite à temps. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes d'impotence. On va vous sacrifier les nerfs de l'érection parce qu'ils sont pris par la tumeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Il y en a beaucoup. Hein, merci.